Bruno. Vous avez comme dans votre projet prévu pour l'accessibilité aux soins pour toute forme de handicap. À moins que vous ayez déjà traité la question dans ce que vous avez dit. Mais il faut excuser mon propre handicap. Je n'aurais pas compris. Comment vous voulez faire? Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce qu'on répond au fur et à mesure? Directement, je pense que comme on n'est pas beaucoup, je pense qu'il est mieux de répondre tout de suite, comme ça, c'est plus aux gens de. Il y a au moins deux problèmes qui peuvent être identifiés. La première, c'est l'accessibilité des centres de santé. Si on regarde Salvatore, totalement inadapté aujourd'hui au handicap au fauteuil, il y a un vrai problème. Donc dans ce cadre-là, mais c'est d'ordre plus général, nous nous engageons et nous aurons une politique qui consistera à mettre un niveau de ce point de vue-là dans les centres de santé, évidemment à les rénover, à les rendre plus accueillants pour la population lambda, mais sur le handicap, ça sera inséré dans cette rénovation. La deuxième chose, c'est que pour un certain nombre de médecins généralistes, il y a une loi qui oblige certains généralistes à mettre leur cabinet en accessibilité. On sait que, parce que l'histoire est comme ça, un certain nombre n'ont pas cette possibilité. Là aussi, comme disait Patrice, nous allons aller à la concertation avec ces professionnels de santé et nous allons essayer d'étudier comment, sur leurs locaux actuels, nous pouvons faire ou aider les travaux en passant éventuellement par leur bailleur privé, mais aussi si ce n'était pas possible pour des raisons techniques, parce qu'après il y a des limitations en termes d'argent investi, regarder comment dans leur quartier, puisqu'ils sont installés, nous trouvons des locaux qui soient adaptés et sur lesquels on puisse transférer leur activité. Sur ces deux domaines-là, on sait qu'on a bien sûr des contraintes qui sont des contraintes d'argent, mais comme le disait tout à l'heure Patrice, il y a un certain nombre de fonds qui sont absolument inexploités du point de vue du handicap. Nous avoir la volonté d'aller mobiliser ces fonds pour créer ces conditions-là. Voilà un peu où on en est de la réflexion. Alors, il est évident que sur deux grands sujets comme ça, il y a aussi le besoin de concertation avec les gens concernés en priorité. Et il y a évidemment, pardonnez-moi, comme je l'ai présenté au plan général, l'adaptation des services publics à l'accueil des personnes, par exemple, malentendantes ou sourdes, et donc la désignation dans les différents services accueillants du public d'une personne qui est, je dirais, l'expérience et la formation permettant l'accueil. Oui, mais ça va au-delà de l'accessibilité du fauteuil et de la largeur des portes. Ça va jusqu'à la capacité de dialoguer avec un patient handicapé, qu'il soit sourd, malvoyant ou malade psychique. Et donc, il faut qu'il y ait en face de lui, aussi bien sur le plan matériel de la technologie, par exemple un lève-personne pour mettre une personne sur un lit d'hospitalisation et qui arrive en fauteuil. C'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait des gens capables d'échanger avec un malentendant ou un sourd, etc. Enfin, je ne donne que ces choses, mais ça va jusque-là. Et alors là, si dans votre projet, c'est d'équiper tous les centres de santé, de les revoir tous, de faire quoi? Après, il y a une réalité financière qui va s'imposer à nous, on est d'accord. Mais par exemple, sur le personnel, on l'a dit, sur un certain nombre de formations nécessaires, alors que ça soit à l'école, mais dans les centres de santé, on est dans la même logique. Ces formations-là, y compris, alors là, sur le plan financier, n'impacteront pas les finances de la vie. On sait qu'on a des politiques qui ne sont pas utiles. La vraie question, c'est comment on s'occupe de cela et comment on va chercher ces financements pour financer les formations des personnels, pour qu'ils aient la possibilité de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de s'adresser aux patients et qu'il y ait une prise en charge optimale. Mais pas seulement le personnel de santé, il y a aussi le personnel. Ah oui, bien sûr. Là, parce qu'on parle de l'accès aux soins. Il y a beaucoup de questions. Les associations ou les subventions, comment vous comptez aider les subventions de personnes handicapées ou qui travaillent? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Subventionner les associations, parce que
Par exemple, une association comme la nôtre, Demain pour s'entendre, qui a pour les thèmes d'aider les sourds, qui a besoin de créer quelque chose, des conférences, etc. On n'a aucune subvention. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas pu avoir d'interprète parce qu'on n'a pas les moyens. Et comment est-ce que vous pensez nous aider pour que justement donner vraiment de l'accessibilité à travers ces associations? Alors, je veux savoir. Pardon? Il a dit, je veux savoir. Et vous avez raison. Je réponds en deux temps. D'abord, vous avez conscience que dans les propositions que nous faisons, notamment sur le service handicap, nous proposons des moyens supplémentaires significatifs, notamment en termes d'embauche et de formation des personnels pour la ville de Montreuil. Je veux dire également que une des critiques très importantes que nous ont adressées les associations sur les années qui viennent de s'écouler, c'est une attention pas suffisamment forte à la vie associative qui fait partie des richesses de Montreuil. Donc évidemment, si nous nous engageons à travers le collectif à donner une place plus importante à la question du handicap et à ce collectif en particulier, ça aura des conséquences pour les associations. Mais je veux dire une deuxième chose, c'est que moi je ne fais pas partie des candidats qui, à la suite de rencontres avec des associations ou avec des individus, dit ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez 10, 20, 30, 50 000 euros à la sortie, au sortir de ce rendez-vous, parce que je crois que ce n'est pas une bonne manière de faire. Donc ce à quoi on s'engage, c'est changer de méthode. Et changer de méthode, ça veut dire travailler avec les principaux concernés de manière à revaloriser la place du milieu associatif, de la mission handicap, du collectif que vous constituez dans l'élaboration des politiques de la ville. Et c'est valable sur les questions du handicap, mais c'est aussi valable dans les conseils de quartier à l'échelle de la ville, où nous pensons qu'il faut ouvrir le jeu, donner une place plus importante aux citoyennes et aux citoyens quant aux choix d'orientation financiers, aux investissements nécessaires à l'échelle des quartiers et de la ville. Et donc vous serez consultés une fois par an au moment de l'adoption du budget. Je veux dire également que nous nous engageons à mettre en place un collectif, un comité indépendant de respect des engagements pris, dans lequel vous serez partie prenante, dans lequel la future municipalité ne sera pas très représentée. Et chaque année, de manière indépendante, vous aurez la possibilité de publier un rapport sur les engagements que nous aurons pris, les promesses que nous aurons faites, le travail que nous aurons effectivement effectué et les revendications que vous aurez. C'est une manière, année après année, d'instituer un processus de contrôle du travail des élus. Parce que moi, dans cette campagne, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « D'accord, les promesses, mais une fois que l'élection est passée, vous nous oubliez. » Et donc, on s'engage à mettre en place, et c'est de nos promesses principales, un comité qui permettra que les citoyens, de manière indépendante et transparente, vérifient la mise en œuvre de nos propositions et en fassent publicité à tous les Montreuilloises et tous les Montreuillois. Et ça nous rendra meilleurs, si nous sommes en situation de gestion que d'avoir des gens qui nous critiquent en plus. Ce que je voulais dire, c'est que la question est comment faire appliquer ce loi 2005, c'est-à-dire avec une accessibilité qui, légalement, au 1er janvier 2015, aurait dû être... il y a des lobbies partout qui cherchent à peser en touche, à remporter tout ça. Donc, c'est vrai que cette accessibilité, depuis des décennies, il n'y a rien eu de fait, grosso modo. Et là, en quelques années, la loi 2005 est une très bonne loi, bien dire. On veut essayer de rattraper tout ce retard. Donc là, c'est vrai que ça demande un investissement, mais c'est un choix politique. Parce que
Alors, en plus, ce choix politique, c'est un choix d'intendance, grosso modo. C'est pas du prestige. Quand on fait un parc aquatique, c'est du prestige. Mais là, quand on fait l'accessibilité des lieux publics, etc., ça peut demander des sous, et puis, en fin de compte, quoi de plus naturel que de pouvoir accéder dans la rue, que de pouvoir accéder à la mairie, que de pouvoir accéder partout. Et quand la loi, c'est assez ingrat quand et ça demande des sous. Donc, quelles sont les grandes lignes qui vont motiver, disons, l'application de la loi 2005, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que les élus, depuis pratiquement 10 ans que cette loi va être, l'année prochaine, ça fera 10 ans, il y en a certaines villes qui ont été exemplaires, je vais les citer par élégance, mais il y a aussi des villes qui font de la résistance et puis qui s'en foutent. Là, oui, en tant que collectif handicap et groupe de travail handicap, là on sort de 6 ans de placard, grosso modo, on en a un peu gros sur la patate, mais bon, donc ça veut dire qu'on ne veut pas reprendre 6 ans de placard. Voilà, en deux mots, quels sont les il y a des choix politiques, hein, mais c'est. Alors, on dit mais presque à chaque réunion, on va pas sortir la planche à billets non plus. Donc, il y a plein de pays qui font ça, mais simple. Donc, effectivement, on va faire, parce qu'on a décidé de faire et que je suis bien placée pour savoir qu'il y a certains travaux qui ont été. Il y a quand même des travaux d'accessibilité qui ont été réalisés sur la ville dans ces 6 ans. Mais le gros souci, c'est que la majorité de ces travaux n'ont pas été réalisés avec les personnes concernées. C'est-à-dire qu'il y a des travaux, on parlait tout à l'heure des places de stationnement. Oui, place de stationnement, elle n'est pas en bleu, sauf qu'une personne qui est en fauteuil ou alors qui va monter dans un véhicule, essayer de rentrer par l'arrière sur une place de stationnement, c'est juste pas possible. Sur la mise en accessibilité de l'espace public, on avait beaucoup travaillé sur un cheminement prioritaire pour permettre par exemple aux personnes du Haut-Montreuil de pouvoir revenir sur le centre-ville dans des bonnes conditions sans être obligé, quand on est en fauteuil, de rouler sur la chaussée. Voilà, et ces cheminements prioritaires vont être déterminés avec le collectif. Et puis ensuite, ce sera, les travaux seront engagés petit à petit, mais il est bien évident que là on est en 2014 et c'est pas en 2015 que tout va être accessible. Moi, des choses qui m'ont fait bondir, par exemple, c'est quand on dit que le bâtiment Opale est accessible. Le bâtiment est accessible, mais au prix d'efforts énormes. Et moi, pour avoir accompagné une personne en fauteuil manuel qui souhaitait aller aux toilettes dans les bâtiments Opale, il est juste obligé d'avoir quelqu'un qui garde la porte comme à l'école maternelle. Et au niveau du respect de la personne, c'est juste ce qu'on a vu. Alors que le bâtiment, enfin la visite avait été effectuée avant que les cloisons soient posées, avant que les portes ne soient posées, qu'il aurait été tout à fait facile de concevoir une accessibilité confortable. Je crois qu'on va sortir de cette accessibilité minimale sur laquelle la ville, l'équipe actuelle a travaillé pour arriver à une accessibilité confortable. On a parlé du Méliès. Aussi, là, on voit que ce qui est proposé, c'est une accessibilité minimale, et ce qu'on souhaite, c'est arriver à faire en sorte que les personnes en situation de handicap aussi puissent vivre dans cette vie de façon confortable. Mais aussi, on n'est pas magicien, donc. Il y a des choix politiques quand même. Donc là, je m'adresse à Patrick, c'est vrai que c'est un peu ingrat comme truc, parce que quand on fait de la tendance comme ça, que ça fonctionne bien, eh bien. C'est vrai que c'est pas glamour, c'est pas people. Ok, donc c'est sûr que. Parce que les élus, la plupart du temps, ils aiment bien se faire mousser, ils aiment bien faire tomber dans le clientélisme, etc. En disant, on va faire des beaux projets, on va faire des beaux trucs. Ben oui, mais là, c'est sûr que c'est un peu la tendance, et puis donc là encore, je veux savoir ce que vous savez pas là-dessus. Moi, je vais vous raconter une anecdote, c'est que comme conseiller régional, j'ai eu à vivre plusieurs exemples dans lesquels sur nos lycées des chefs d'établissement voulaient faire des classes qui permettent d'accueillir des lycéens en situation de handicap, et je me suis retrouvé confronté à des parents d'élèves, parfois à des enseignants,
qui disait c'est impossible, nos enfants vont en pâtir, les réactions que vous connaissez. Ça, c'est vrai. Et moi, comme élu et comme conseiller régional, je pense qu'il y a un certain nombre de convictions, de valeurs sur lesquelles il ne faut pas lâcher. Et donc, lorsque j'y ai été confronté, j'ai soutenu la chef d'établissement et j'ai pris le temps de rencontrer un à un les parents pour leur dire vous déconnez. Parce que vos enfants seront non seulement mieux accueillis parce qu'il y aura des moyens supplémentaires, mais en plus ils bénéficieront d'une ouverture d'esprit, d'un rapport aux autres qui sera changé, qui les aidera à réussir. Donc dans ce que nous proposons, sur la formation par exemple dans les écoles, sur les centres de loisirs, sur l'aide au départ en vacances, sur l'adaptation des bâtiments publics, sur l'insertion professionnelle, nous proposons, et j'espère que nous ne serons pas les seuls, je pense que d'autres le proposent et c'est bien, nous proposons un saut qualitatif. C'est-à-dire nous proposons, notamment en matière de mission handicap, par le renforcement des moyens, de faire un saut sur le travail sur ces questions à Montreuil. Parce qu'ici, chacun a conscience qu'il y a des problèmes qui réclament de l'argent, des moyens, et il y en a d'autres qui réclament du travail, tout simplement. Et moi, je pense que dans un certain nombre de cas, on ne travaille pas assez, et que ce n'est pas une question politique, c'est une question, à un moment donné, de mobilisation des élus, des services, de l'ensemble de la communauté que nous représentons, au service de l'aboutissement de choses. Par exemple, en matière de formation des personnels, c'est une dynamique, la question. C'est pas une question de coût. Oui, il y a un coût, mais c'est pas ça qui va gréver le budget de la ville. Le problème, c'est se dire, à l'échelle de la ville, nous faisons l'effort pour progressivement faire passer les personnels de la ville par les formations adaptées qui permettent à un moment donné d'avoir une vraie sensibilité, même s'il y a des problèmes. Mais que les gens aient eu la formation qui leur donne l'ouverture, qui leur permette ensuite, dans leur poste de travail, d'adapter les choses. C'est bête à dire, on l'a vécu par exemple par rapport aux personnes sourdes sur le passage à l'écriture. Si vous n'êtes pas un peu sensibilisé, eh bien, vous n'êtes pas forcément dans la bonne lecture de ce que la personne demande. Et il y a besoin de formation. Ce qui revient à dire, changer les mentalités. Attends. Oui, mais changer les mentalités, ça commence par nous-mêmes, qui avons 2600 salariés en responsabilité et qui accueillons du public. Donc, il y a besoin d'une dynamique sur ces questions et d'une visibilité. Je veux dire une deuxième chose, puisque tu as bien voulu nous faire un compliment sur l'équipe que je propose et sur la connaissance d'un certain nombre de personnes, notamment Sylvia, sur cet engagement. Moi, j'assume le fait que sur une ville de plus de 100 000 habitants, le maire ne peut pas décider de tout sur tout et il a besoin d'une équipe solide et compétente autour de lui. Et ce n'est pas simplement une question d'organisation de la municipalité, c'est aussi une question de méthode. Si un seul homme ou une seule femme, aussi respectable et doué soit-il, décide de tout, ça veut dire que les adjoints ne peuvent pas faire le travail de relation dans les différents secteurs de la ville qui permettent d'avancer. En développement économique, par exemple, si on ne fait pas la tournée du chef d'entreprise pour lancer le développement économique qu'il nous faut, on est à côté de la plaque. Et le maire ne peut pas à lui seul faire la tournée de tous les acteurs et travailler avec tout le monde. Et donc moi, j'assume le fait qu'il faut changer de méthode et qu'on a besoin d'une équipe soudée qui soit dans l'idée d'un travail participatif. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on vous demandera votre avis sur tout et n'importe quoi, et en particulier à chaque fois qu'il faudra changer feu rouge, mais ça veut dire que sur la base de valeurs et de convictions,
il faut assumer le fait que sur les grandes priorités, on a besoin de travail avec vous. Je veux dire un dernier mot, je suis un peu bavard, interrompez-moi, mais sur les questions budgétaires. C'est une demande légitime de votre part de dire au fond, tel sur les subventions, tel sur les aménagements, où on en est, qu'est-ce que vous pensez, etc. Moi je pense que le candidat qui se présente à vous en disant, vous inquiétez pas les petits gars, je sais comment va se passer, il est à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait travailler des techniciens, nous ne connaissons pas la réalité des finances de la ville. On n'a pas eu le budget de l'OPHM, enfin, il y a une série de choses, quand on fait travailler des techniciens, ils nous disent on n'a pas de visibilité. Donc on peut, si on n'est pas démagogique, vous voyez ce que je veux dire, se présenter à vous avec des choses simples et de principe, des priorités de travail. Quant à annoncer des chiffres comme ça au doigt mouillé, ça me semble être pas responsable, pas respectueux vis-à-vis de vous, ce qui n'enlève pas évidemment l'engagement politique qui est le nôtre, celle de mon équipe et des personnes qui seront chargées de traiter ces questions, non seulement en termes transversaux, l'adjointe chargée des questions du handicap, mais aussi de manière transversale. Parce que ça a des impacts sur la politique de la jeunesse, ça a des impacts sur la politique de la formation, ça a des impacts sur la politique de développement économique, ça a des impacts sur la culture, ça a des impacts sur la politique de programmation aussi du média et de moments à venir. Et donc, le travail, comme sur d'autres questions, je pense à l'égalité homme-femme, doit imprégner l'ensemble des secteurs, sinon on retrouve les logiques ghetto, on met une personne responsable, on est content, et puis rien ne bouge dans les autres secteurs. C'est pas ça qu'il faut. Ça veut dire déléguer, grosso modo, tu nous délégues. Est-ce que tu peux laisser parler? Non, mais simplement, il y a une seconde. On va pas de bonheur. Je dis un mot, ça va, c'est important. On va demander l'autorisation à Non, mais c'est pas ça, c'est c'est moi qui Madame d'arriver. Non, en fait, deux, trois choses. L'histoire des navettes, en effet, ça c'est une très bonne chose de mettre un système de navettes sur le treuil. Un problème, une question aussi sur l'information en général de toute la population sur les questions du handicap. Parce que je m'aperçois que quand on prend une année l'une après l'autre, c'est comme tout le monde, on est tous plus ou moins un handicapé un jour. Et donc, même y compris au niveau des jeunes, ça peut être une sensibilité. La question justement sur l'école. Il y a eu des décisions, notamment prises par M. Sarkozy, de vouloir mettre les handicapés dans les classes, dans des classes où il y a les autres élèves. Alors, ça dépend aussi de quelle situation. Moi, j'ai été confronté, d'accord, c'était dans l'enseignement supérieur, avec quelqu'un qui était sourd-muet en cours de contagion. Au bout d'un mois, il a pu arrêter. Parce que tout simplement, je ne peux pas faire un cours uniquement adapté à lui quand vous avez un amphithéâtre. Et donc, et je pose une question, il serait nécessaire, on ne va pas y répondre tout de suite ce qu'on va faire exactement, mais ce serait bien de poser la question, qu'est-ce que la ville peut faire dans cette situation? Est-ce qu'on peut, par exemple, réfléchir, puisque ça a des problèmes qui se posent dans les écoles primaires, dans les collèges, les lycées, peut-être à des heures complémentaires de formation? Normalement, ce serait l'éducation nationale, mais comme l'État se désengage de tout, parce que c'est aussi le gros problème budgétaire, c'est que l'État fait payer ses dettes, et finalement c'est facile quand on a des dettes, il aux autres de payer des dettes. Donc c'est les locaux, c'est-à-dire les régions et les départements qui supportent de plus en plus les dépenses de l'État. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose qui permettrait quand même de régler cette affaire? J'ai eu aussi une autre affaire pour le passage d'un bac, le passage du bac scolaire. Je me suis trouvé avec, là encore, des étudiants qui passaient à l'oral, qui étaient dans une situation de sourd-muet. C'est quand même excessivement difficile d'interroger les élèves, surtout quand on n'y est pas préparé. Quand même, quand vous avez à un moment donné le lieu, tiens, tu pourrais t'en occuper, ça va t'amuser. J'ai trouvé quand même, c'était quand même un peu spécial qu'on vienne à nous dire, je vais m'amuser. Voilà. Mais ça, c'est un petit détail.
beaucoup travaillé sur, quand j'étais en activité, sur l'intégration du public handicapé dans les structures culturelles. J'ai même moi-même créé il y a 20 ans une association de loisirs pour le public handicapé. Et je pense que là-dessus, on régresse. On régresse parce que cette association demeure, elle n'est pas sur Montreuil, elle continue, mais au niveau de l'intégration... Comment elle s'appelle cette association? Elle s'appelle la Maison de la Colline. Ah oui. Elle a été créée à Rondy. Voilà. Donc c'est moi qui ai créé cette association. Et donc, en tant que responsable d'une école d'art, j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration du public handicapé, notamment des IME de la région et de l'hôpital de jour, qui était aussi sur Rondy. Je voyais que sur Montreuil, en tant qu'habitante, rien ne se passait. Donc, je voudrais savoir à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une réflexion des politiques sur le fait que le public handicapé a besoin, au même titre que les autres, de la culture, de pouvoir pratiquer en tant qu'amateur des loisirs, des connaissances en direction des activités artistiques. Alors, j'ai fait partie aussi, parce que comme je suis une militante associative, à, si vous voulez, travailler dans la préfiguration, le groupe de préfiguration du centre social du Bénin. Et j'ai beaucoup appuyé pour que dans cette préfiguration, il figure l'intégration du public handicapé et notamment qu'il puisse travailler des activités artistiques. Ça a été mon cheval de bataille, je n'en ai pas démordu et je pense que ça a fait son chemin et que ça commence à rentrer dans la tête du politique et des personnes qui vont être à la tête de ce centre social. Voilà, alors, que dire c'est un sujet qui me touche énormément et je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez mettre en place ou initier si vous êtes à la tête de la ville. Voilà. Alors peut-être il nous reste 2-3 minutes. 2-3 minutes. Alors, Sylvia va répondre, je vais donner quelques mots à la fin, tout en vous disant, madame, que un peu avant que vous l'arriviez, on avait traité ces questions, mais ça n'a... excusez-moi. Bon, non, mais elles sont intéressantes et c'est bien d'y revenir. Donc je passe la parole à Sylvia et je dirai quelques mots de conclusion. Alors, à Philippe, la formation des enseignants, effectivement, ce n'est pas les compétences de la ville. Mais ceci dit, on a parlé de la sensibilisation du grand public. Au niveau de la ville. Alors, il y a déjà des initiatives qui ont été prises, qui ont été mises en place durant le mandat, comme la journée handisport. Je pense qu'on pourra vraiment faire les choses autrement et de façon un peu plus toucher un peu plus la population de Montreuil. Moi, je sais comment fonctionne, par exemple, les journées de sensibilisation à Front d'Espoir. Il y a l'intégration qui se passe dans côté de Sevran. Je pense qu'il y a sur certains domaines, ça sert à rien de réinventer l'eau tiède, il y a des choses qui fonctionnent ailleurs, il suffirait de les adapter à la sauce montreuilloise. Et ça ne fait pas des coûts très importants. Je voudrais dire qu'en histoire n'est pas accessible aux sourds. Oui, ben voilà, donc je dis qu'on allait faire mieux. Mais en tout cas, aussi, quelque chose auquel je crois, parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place professionnellement. Je suis infirmière à l'éducation nationale. C'est la sensibilisation des enfants. Et là, je pense qu'il est très important, et c'est quelque chose auquel je tiens, parce que là, ça fait 10 ans que je mène sur maintenant plusieurs collèges des actions de sensibilisation au handicap pluriel auprès des enfants. Alors, évidemment, si ça se fait à l'école, il faudra que ça se fasse en partenariat avec l'éducation nationale, mais aussi ça peut se faire au niveau des centres de loisirs. Voilà. Et concernant la culture, effectivement, on en a parlé rapidement. Donc, c'est donner accès à la culture aux personnes en situation de handicap en tant que spectateurs, en tant qu'usagers, mais aussi en tant qu'artistes. Il y a et ne pas
se limiter aux artistes entre guillemets reconnus parce qu'on a des tas de personnes en situation de handicap qui ont véritablement du talent. Je pense en particulier à un jeune fréquente l'IME Bernadette Coursol qui nous fait des peintures extraordinaires et qui gagnerait à être connu. J'ai exposé des personnes en situation de handicap et j'ai beaucoup travaillé sur justement les droits. Il y a des écrits sur le droit, si vous voulez, à exposer et aussi à préserver les œuvres non de handicap. D'ailleurs, qui est reconnu sur l'art-thérapie. Je connais des gens qui œuvrent dans l'art-thérapie. Tout à fait. Mais pas que, il y a des personnes qui sont artistes sans. Je parle, c'est un complément, c'est tout un ensemble. Voilà, en tout cas, juste pour conclure ce propos, on en a un peu moins parlé, mais dire que nous sommes très attachés sur les questions du travail, au fait que l'effort soit significatif, parce que le travail est un moment très important de la vie humaine, et pouvoir exercer un emploi, intégrer un collectif de travail, avoir les moyens de le faire dans de bonnes conditions, ça fait aussi partie de ces étapes qui, dans la vie, permettent de dépasser au fond des différences et de se sentir pleinement intégré à la collectivité et à l'effort de la société. Et je le redis, c'est quand même un paradoxe terrible en temps de crise de voir des formes disponibles non utilisées qui permettraient d'intégrer des travailleurs en situation de handicap dans des collectifs de travail dans de bonnes conditions. Et moi je pense qu'il faut prendre l'argent où il est, de manière à réduire ces écarts et ces différences. Mon dernier mot sera pour remercier toutes celles et ceux qui, dans le cadre de la liste que j'anime, mais bien au-delà, nous ont permis d'élaborer nos propositions, parce que vous l'avez sans doute constaté, une partie de ces propositions n'est pas issue uniquement du travail de notre liste, mais d'une réflexion collective que vous avez menée depuis longtemps. Et moi je crois qu'il ne faut pas de copyright sur les bonnes idées, il faut qu'elles se diffusent, qu'elles fassent des titres et qu'elles permettent demain à la gauche d'être rassemblées sur un bon projet. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble dans d'autres